Bonjour à tous, je vous présente la troisième et dernière partie de ma série de vidéos sur le fonctionnement d'iMarketing afin de vous aider à mieux comprendre son fonctionnement et vous faire votre propre opinion sur le fait que ce soit un scam ou un Ponzi ou que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas. Dans cette vidéo, nous allons voir plusieurs choses. D'abord, je vais vous parler des primes. La dernière fois, lors de ma dernière vidéo, je vous avais parlé des primes en vous disant que c'était un auto-investissement de la part d'iMarketing. Et ce point-là m'a donné lieu à pas mal de remarques de petits plaisantins là, qui comprennent pas très bien le fonctionnement. Et donc, je vais essayer d'être un petit peu plus clair là-dessus. Et puis, par la même occasion, c'est intéressant parce que ça vous montrera comment la manière d'investir influe beaucoup sur le rendement. Parce que j'entends très souvent beaucoup de gens me dire oui, moi j'ai pas ces rendements-là, etc. Mais en fait, on va voir que la manière dont vous investissez change tout en fait. Et je ne sais pas si iMarketing redémarrera un jour ou l'autre, mais en tout cas, si un jour il redémarre, regardez cet exemple et cette vidéo parce que ça vous montre un petit peu comment il faudra investir pour avoir le meilleur rendement. Ensuite, je montrerai pourquoi iMarketing, de mon point de vue, doit continuer à avoir des coupures, rester risqué et peu fiable. J'en ai déjà parlé, mais je fais un petit résumé pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Ensuite, nous évoquerons les éventuelles solutions au complément à iMarketing, notamment d'autres iMarketing, pourquoi pas, et puis la théorie du ruissellement. Enfin, pour terminer cette vidéo, je vous donnerai ma vision de la situation d'iMarketing depuis son origine, car je considère aujourd'hui que tout est lié, et vous verrez, je trouve que ça fait sens quand on regarde au fil des mois. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, et aujourd'hui, je crois, enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression de mieux les comprendre. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Avant d'attaquer, je voudrais demander à tous les petits plaisantins qui viennent et qui laissent des commentaires assassins, du style iMarketing Ponzi, scam, bon, c'est bien mignon, quoi, mais ça permet de rien faire, donc allez jouer ailleurs. Hein, c'est pas le but de cette chaîne n'est pas de faire ça. Comme je dis toujours, opinion n'est pas raison, et une raison ne vaut que par son argumentation. Moi, je respecte toutes les opinions, à condition qu'elles soient un minimum argumentées. Si c'est pour venir jeter un commentaire assassin que c'est un scam ou un Ponzi, alors qu'on voit manifestement que vous n'avez même pas regardé bien les vidéos, vous n'avez rien compris au fonctionnement du marketing, circulez, allez voir ailleurs. Hein, il y a des enquêteurs, des spécialistes qui vous satisferont. Ici, c'est pas le cas. Voilà, donc soyez gentils. Hein. Voilà, je vous demande même pas de me mettre un like. Hein. Je vous demande simplement d'écouter, d'essayer de comprendre. Et puis si vous avez un avis, essayez au moins un petit argument, quoi. Et si vous en avez pas, dire au moins est-ce que c'est votre conviction. Mais venir balancer une vérité absolue et sans autre explication, enfin je trouve ça un peu court. Voilà. Bien, alors ceci étant dit, allons-y. La dernière fois, je vous avais donc montré ce schéma. Et dans ce schéma, donc c'est cette partie-là sur les primes et que j'avais donc dit que c'était de l'autofinancement. Alors je vais un petit peu aller dans le détail pour vous aider à comprendre ça. En quoi, pour moi, le fait que quand iMarketing donne une prime, et c'était déjà la même chose quand il y avait des promotions, puisqu'ils n'en ont pas fait depuis longtemps, pour moi c'est vraiment de l'autofinancement et qui court aucun risque. Alors pour cela, je vous ai préparé un petit fichier là sur Excel et on va essayer de comprendre rapidement. Alors vous affolez pas de tous ces chiffres, c'est un tableau que je tiens sur mes 4 robots tests et là je vous en ai pris un. Alors pourquoi celui-là? Parce que comme vous le voyez, le budget ici, vous avez le budget dispo réel. Et l'exemple que je vais vous présenter, c'est un exemple sur une prime de $10 000. D'accord?
Donc voici ici, vous voyez, c'est un robot qui avait entre, vous voyez, 9007 et 10600. Donc en fait, ça, j'enregistre un peu régulièrement pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Et comme vous pouvez le voir, vous voyez, avec avec ce genre de somme entre 9006 et 10006, vous voyez qu'on a des rendements en fait qui sont en cashback qui sont très irréguliers. Vous voyez, ici ça va de 528 à 360. Vous voyez, ici c'est 230. En fait, alors ici, là, vous voyez que cela il date du 12 mars, cela du 13-4, donc il y a un mois d'écart. Et vous voyez qu'en un mois d'écart, le rendement n'est pas du tout le même. Alors, ce que je vais vous montrer ici, je ne vais pas tout vous montrer. Il faut se concentrer sur ces trois colonnes-là, ici. Vous voyez. Ici, c'est le pourcentage du budget dépensé, c'est-à-dire du budget dépensé par rapport au budget publicitaire. Ici, c'est le cashback que donne le robot par rapport au budget publicitaire, et ici, c'est la différence. Vous voyez, si vous faites 4,87 moins 1,60, vous avez 3,27. Et ça, c'est en fait, c'est le net, quoi. C'est ce que vous gagnez vraiment une fois que vous enlevez ce que le robot a dépensé. Et comme vous le voyez, alors pourquoi je vous montre ça? Parce que vous voyez que c'est très disparate. Vous voyez, si vous regardez ça au jour le jour, ici au plus bas, je suis à 1,97, au plus haut, je suis à 4,87. Et ça, pratiquement hors commission. Hein. Vous voyez que les commissions sont ici, elles sont très faibles. Mais là, j'en tiens pas compte. Ceci pour dire que, pardon, quand on regarde le rendement au jour le jour, on s'y perd parce que les variations sont très importantes, et pour que ça prenne du sens, en fait, il faut replacer ça dans des revenus moyens. Il faut faire des moyennes. Alors, c'est ce que je vous ai fait ici. Je vous montre parce que j'ai un autre tableau de synthèse. Et ici, par exemple, j'ai le tableau de synthèse de mes 4 robots test. Et comme vous pouvez le voir ici, vous voyez ici, j'ai une moyenne à 10 jours, moyenne à 20 jours, moyenne à 30 jours et moyenne à 45 jours. Alors, la moyenne à 45 jours, elle est intéressante parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Cette vidéo moyenne à 45 jours, en fait, représente à peu près 80% du cashback. C'est-à-dire, au bout de 45 jours, vous avez retiré à peu près 45% du cashback que vous avez gagné. Ce qu'on voit ici, en fait, c'est ça. C'est qu'ici, vous voyez, vous avez le budget, le pourcentage de budget dépensé par jour. Ici, vous voyez. Donc, ça veut dire que vous voyez que du coup, ça s'éclaire un petit peu parce qu'entre 10, 20, 30 ou 45, vous voyez que les moyennes se rejoignent à peu près. Vous voyez, c'est autour de 1,6, voilà, à peu près, moi je dis à peu près 1,6 pour rester, mais vous voyez qu'en réalité c'est plutôt 1,62, mais peu importe. Et puis, le cashback par rapport au budget, vous voyez que c'est aux alentours de pratiquement 4% presque. Vous voyez, 3,96 sur 45 jours, 3,87 sur 30 jours, 3,98 sur 20 jours. Et puis ici, comme c'est sur le jour, dès qu'on est un peu plus là, vous voyez que là, on est un petit peu faussé parce que ces derniers jours, ces derniers temps, en fait, les rendements avaient baissé. Mais quand on regarde sur la moyenne 20, 30, 45, on est à peu près autour de 2,35, 2,36, voilà. Donc voilà, je vous les résume ici sur les trois moyennes les plus significatives. Donc vous voyez qu'on est autour des on va dire des 2,30, 2,35, voilà. Voilà ce qu'il fallait comprendre, parce que quand on applique ça, pour comprendre donc cette histoire de prime, donc si vous appliquez que, vous voyez, ici, je vous ai fait un petit truc ici, c'est 1,62 de dépenses moyens par jour sur une semaine. Ça représente à peu près 11%. Vous voyez, par semaine, que vous devez réinvestir. 11% de votre budget. Pourquoi faire? Pour ne pas baisser la performance du budget. Ça, vous compensez ce que le robot dépense. Il vous faut injecter à peu près par semaine 11%. Vous voyez? Et ces 11%, ils vont vous donner un rendement d'à peu près 27%
par semaine, puisque c'est à peu près 3,95 par jour, multiplié par 7, ça vous fait à peu près 27. Voilà. Bon, la différence, c'est à peu près 16%. Et ça, c'est ce que vous avez ici. Voilà. Je vous ai préparé une petite ici des listes déroulantes pour qu'on puisse voir l'évolution de tout ça. Alors, premier exemple, je vous ai ici, c'est si vous prenez, alors comme on l'a vu, hein, les primes, c'est limité à 1000 par semaine. Donc, si vous avez une prime de 10 000 $, eh bien, vous pouvez investir que 1000 $ par semaine. Et si vous investissez ces 1000 $ par semaine, et que vous ne réajustez, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie d'investir dans e-marketing, vous prenez votre prime et vous allez essayer de tirer le maximum de cette prime. Donc, toutes les semaines, vous investissez 1000 $. Ce qui fait que la première semaine, ces 1000 $, ils vont vous donner un revenu de 270, mais le robot aura lui dépensé 11%, il aura dépensé 110. La semaine d'après, vous avez 1000 à nouveau que vous allez rajouter aux 1000 précédents, moins les 110 ici qu'il a fallu que le robot a dépensé. Ce qui fait que sur les 2000 que vous avez au bout de la deuxième semaine, il vous reste plus que 1890. Et ces 1890 en une semaine, ils vous donnent 510 de budget, de cashback en quelque sorte. Vous voyez, et ainsi de suite. Vous voyez, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous investissez, vous retirez ce que le robot a dépensé pour réactualiser le capital. Et si on procède de cette façon, le brut et le net, il est le même, puisque c'est le robot qui investit, mais vous n'investissez pas votre cashback ici. Hein. Ici, c'est le robot, il investit directement depuis ce que vous investissez à partir des 1000, hein, de la prime, mais vous récupérez tout le cashback. Donc, le brut et le net, c'est les mêmes. Et pour vous, puisque vous touchez le cashback à hauteur de 55%, je vous rappelle, pendant ce temps-là, e-marketing, en même temps, il touche aussi sa part qui est de 45%. Ça veut dire que au bout du premier mois, e-marketing, il touche 243. Puisque c'est 45, alors que vous touchez 270, puisque vous touchez 55. Et donc, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Au bout du deuxième mois, si vous regardez, la somme cumulée du cashback que vous aurez gagné, pour vous, ce sera à peu près 9791, alors que pour e-marketing, elle sera de 10 878. Pardon, c'est le contraire. Hein. Le bleu, c'est e-marketing. Hein. Donc, c'est e-marketing aura gagné à peu près 9791 au bout de 2 mois, alors que vous, 10 878. Ce qui est normal, puisque vous touchiez 10% de plus. D'accord? Mais, au bout de 2 mois, donc vous aurez investi vos 10 000. Donc, à partir de là, votre budget commence à baisser, puisque vous ne réinvestissez pas. Ce qui fait qu'au bout, comme vous avez un mois de décalage par rapport au premier cashback que vous avez gagné, que vous n'avez touché qu'au bout, disons, une moyenne de 30 jours. Donc, un mois après, donc au bout des 3 mois, quand on regarde, eh bien, vous aurez gagné 16 900 à peu près, 914, tandis qu'à e-marketing, on aurait gagné 15 000. Donc, dans ce mode d'investissement où vous ne faites que utiliser les 10 000 pour les récupérer un maximum, comme vous le voyez, au bout de 3 mois, e-marketing a largement récupéré sa mise, elle a même multiplié par 1,5 fois. Et vous avez aussi récupéré à peu près une grosse fois et demie, un petit peu plus, puisque vous touchez 10% de plus. Sachant qu'au bout de 3 mois, il vous reste encore à peu près 3500 $ de budget. Donc vous avez encore un rendement depuis un certain temps. En fait, je ne vais pas le calculer. Je voulais juste vous montrer que en prenant la prime, comme je l'ai dit, et en faisant juste l'investir, que e-marketing gagne de l'argent en fait. Vous voyez? Et vous allez voir, je vais vous proposer une autre solution, qui est dans cette solution-là, vous voyez, on va faire autrement. C'est-à-dire que ici, le même cas de figure, vous avez vos 1000 $, que vous allez investir toutes les semaines, d'accord?
Donc, je considère que si par exemple, pendant le premier mois, puisque vous allez avoir du cashback le premier mois, mais ce cashback, vous l'aurez, on va dire, vous pouvez en disposer qu'à partir de la fin du premier mois, environ une trentaine de jours, on va dire en moyenne. Et donc, si à partir du deuxième mois, au lieu de retirer tout votre cashback, eh bien, vous investissez la partie dont le robot a besoin pour fonctionner sans baisser son rendement. Vous voyez, ici, vous avez investi 1000, bah, vous avez 1890 puisque vous retirez les 110. Ensuite, bah, vous réinvestissez 1000, etc. Donc, au bout du cinquième mois, vous avez 4000 à peu près, d'accord? Mais le mois d'après, vous commencez à investir ici les 552 dont a besoin le robot. Ce qui fait que, bien sûr, vous aurez gagné 1354, mais en net, il ne vous reste plus que 802, puisque vous alimentez le robot à partir de là. Et intéressant, vous voyez que jusque les premiers mois, si vous comparez au gain d'e-marketing, ben, vous gagnez plus. Mais à partir à partir des 5 premières semaines, c'est le premier mois. Mais à partir de la 6e semaine, c'est-à-dire du deuxième mois, quand vous allez commencer à retirer de votre cashback la partie dont le robot a besoin pour rester au même niveau et ne pas dégrader son rendement, ben, vous voyez que vous commencez à gagner moins qu'e-marketing. Pourquoi? Mais parce qu'e-marketing, quoi qu'il arrive, il n'a pas besoin d'alimenter le robot, c'est vous qui l'alimentez. Et donc, e-marketing, il continue tranquillement à gagner ces 45% de ce que vous investissez. Et qu'investissez-vous? Vous investissez les 1000 qui sont issus des 10 000 de primes qu'il vous donne, mais vous investissez aussi une partie de votre cashback pour maintenir votre robot. Alors, on pourrait penser que vous allez gagner moins, mais si vous regardez le fonctionnement de tout ça, vous voyez, quand vous arrivez à la fin donc du deuxième mois, e-marketing a gagné 13 000 et vous 10 000. Ce qui est normal puisque vous avez alimenté le robot. E-marketing, lui, son gain, il ne change pas. Il est toujours 45%. Et au bout du troisième mois, eh bien, vous voyez que e-marketing finit avec 34 000 et vous avec 23 000. C'est très intéressant parce que, vous voyez, ça vous montre l'intérêt de réinvestir une partie de vos gains. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand vous investissez les 11% par semaine dont le robot a besoin pour fonctionner, plutôt que de tout retirer, ben vous vous apercevez que les gains sont beaucoup plus importants. Donc encore pour revenir à notre propos, encore une fois, vous voyez qu'au bout de 3 mois, e-marketing a multiplié par 3 le montant de sa prime. Et vous avez gagné tous les deux, voyez-vous, et e-marketing. Et donc, ça prouve bien que ce soit au niveau des primes ou au niveau des promotions, quand il y avait des promotions, eh ben, c'est une sorte d'auto-investissement qui fait à e-marketing en donnant des primes. Et que loin de le mettre en danger, ça lui permet de gagner encore plus d'argent. Et dans tous les cas, que vous investissiez ou pas. Puisqu'à e-marketing, lui, il n'a pas besoin d'investir. Et c'est pour ça que e-marketing a intérêt aussi à avoir des investisseurs. Parce qu'ils gagnent de l'argent sans rien faire. Et plus vous investissez, et plus e-marketing gagne de l'argent. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Alors, j'avais préparé un petit truc. Vous voyez ici les 11%, mais parce que moi j'ai calculé un revenu moyen, mais si vous augmentez le cashback, vous voyez, au lieu d'être 27 par semaine, vous passez, je sais pas, à 30, par exemple, ben vous voyez que ça augmente en conséquence. Vous voyez, on est passé de 34 à 37 ici. Vous voyez. Voilà ce que je voulais vous montrer pour illustrer ce propos et démontrer que, en fait, oui, e-marketing, c'est de l'autofinancement quand il donne des primes. Et ça il n'a pas d'argent à sortir, e-marketing. Voilà, je tenais à illustrer ce point, car oui, beaucoup n'en étaient pas convaincus, et je crois que là, c'est assez clair quand même. Voilà. Alors, ensuite,
pourquoi est-ce que iMarketing, de mon point de vue, est condamné dans l'avenir à avoir des ruptures, des arrêts? Je l'ai déjà dit, mais je le répète, l'enjeu autour d'iMarketing, c'est la crédibilité. Avec un business qui a un rendement de 30 à 60% par mois, bon, 30-60 parce que comme vous l'avez vu, ça dépend de votre manière d'investir. La crédibilité est le maître mot, quoi. Non, mais si c'est trop beau pour être vrai, etc., ça se saurait. Cependant, avec ces 3 vidéos, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que le business model d'iMarketing, il paraît bien fonctionner et être réel. Il y en a toujours qui ont des doutes. J'en ai même un qui m'a dit oui, mais tous les Ponzi sont basés sur un détail véridique et c'est ça qui fait qu'ils tiennent et en fait, parce que c'est vrai, ben c'est un Ponzi. Bon, j'avoue que j'ai du mal à suivre, mais bon voilà, mais ça va jusque-là. Qu'est-ce que vous voulez, la théorie du complot? Moi, je regarde les faits, j'essaye d'être un petit peu cartésien, j'essaie de comprendre, même ça marketing, c'est une grosse part de croyance. Mais en tout cas, on a vu, en tout cas avec au moins le business online, que c'était crédible. Voilà. Ensuite, on a vu que tout ce qui est le commissionnage, c'était raisonnable. On a vu aussi, on vient de le voir, que les primes, c'est de l'auto-investissement et que plutôt que d'être une charge pour l'iMarketing, c'est plutôt un plus, puisqu'ils gagnent encore plus avec les primes. Et pareil avec les promotions. Alors, d'où vient le risque, comme j'ai déjà dit, pour iMarketing? D'abord, ce que j'appelle le syndrome Russie, puisque la Russie nous a très bien illustré les problèmes que peut rencontrer iMarketing, mais j'en dirai un mot à la fin dans ma conclusion, parce que avec le recul, ça me devient de plus en plus clair, en tout cas dans ma tête, pour moi. J'ai peut-être tort, peut-être que je me fais des idées, mais voilà, je vous donnerai le fond de ma pensée en conclusion. Alors la Russie, parce que comme vous l'avez vu, c'est source de menaces, de blocages, de guerres, de géopolitique, et puis de réglementation. Et on a vu que ce qu'on voit notamment depuis le mois de juillet dernier, eh bien que tout ça, ça a pesé sur les partenaires d'iMarketing et iMarketing lui-même, et que les partenaires eux-mêmes ont procédé à des blocages et ont demandé des justifications à iMarketing, parce qu'iMarketing a toujours un ADN russe et que dans le contexte actuel, ça pose problème. Ensuite, je dirais, c'est les États et les institutions, les cotisations sociales et les PEA. Alors, on verra juste après pourquoi je dis ça. La finance, tout le monde de la finance, parce que un tel rendement pour eux est un rendement dangereux. Ça change le rapport à l'argent. Et tous les produits qui vendent, les assurances vie et toutes les conneries, etc., qui vous rapportent 3 fois rien et qui sont soumis à un tas d'impôts. Enfin, pour eux, c'est un truc crédible comme ça, c'est intenable. C'est intenable. Pour les entreprises, parce que si vous gagnez plus qu'en allant travailler sans avoir aucune compétence et besoin d'argent, ça va créer des problèmes vous n'allez pas travailler, donc il y aura des problèmes de main-d'œuvre et puis des problèmes de salaire, parce que c'est aussi un moyen de main-d'œuvre. Il va falloir augmenter les salaires pour trouver du monde. Et donc, tout ça aura un fort impact sur les entreprises. Et puis, vous avez aussi, donc, d'où le problème de cotisation sociale et même pour le PEA au niveau des institutions. Moins de travail, moins de cotisation sociale. Et puis, si la finance des entreprises se sent en danger, vous savez très bien qu'ils ont plein de lobbies et plein d'appuis politiques et qu'ils ne manqueront pas de les faire jouer. Ensuite, les investisseurs, parce que c'est le risque d'avalement. Parce qu'un truc comme ça, moi, si j'avais des milliards, je l'achèterais. Je vous le dis honnêtement, moi, je l'achèterais. Et puis, des tickets d'entrée prohibitifs, c'est-à-dire que demain, peut-être qu'effectivement, ils se feront ou avaler, ou alors ça deviendra payant. Mais je peux vous dire que le ticket d'entrée, il sera prohibitif pour des gens comme vous et moi. On n'aura pas accès. Et enfin, le dernier risque pour moi, pour ce merveilleux petit outil, c'est iMarketing lui-même. C'est pas la première fois que j'en parle.
Ça va de l'amateurisme aux arrêts, au blocage, les problèmes de communication, la feuille de route qui est jamais tenue, les problèmes techniques. Ah tiens, j'ai mis 2 S, enfin ça m'a échappé, j'ai des problèmes avec mon clavier. Les problèmes techniques, les ressources, tout ce qui est ressources humaines, ressources techniques, etc. Les échéances, ils donnent jamais aucune échéance, ils n'ont pas de vision, c'est toujours le mystère total autour de l'entreprise. Donc tout ça fait que ça crée de l'incertitude et cela vient nuire la crédibilité de iMarketing. Et ça, de mon point de vue, je dirais presque, tant que cela restait au niveau que c'était resté avant le blocage de juillet, c'était salutaire presque pour moi, parce que c'est la seule condition pour qu'iMarketing dure. Et ce qui se passe depuis juillet est de mon point de vue un peu différent, et je vous dirai pourquoi lors de ma conclusion en fin de vidéo. L'autre facteur aussi, c'est que iMarketing est autosuffisant. C'est-à-dire que iMarketing paye mieux que si vous alliez travailler. Donc, si vous gagnez plus, vous dépensez plus. Et si vous dépensez plus, iMarketing fait plus d'affaires. Donc, je dirais, c'est en quelque sorte un business qui est autosuffisant, qui s'auto-alimente en fait. D'où ma conviction, c'est que ces arrêts salutaires nuisent à la crédibilité et donc prolongent la durée d'iMarketing. Voilà comment moi, je vois les choses et pourquoi ça ne m'inquiète pas quand les arrêts duraient 2-3 mois. Pourquoi ça ne m'inquiétait pas à ce moment-là et pourquoi je pense qu'aujourd'hui c'est un peu différent, mais on va voir, enfin moi en tout cas de mon point de vue, je pense que tout est lié. Tout est lié. Alors, les solutions. Les solutions, moi, à l'avenir, c'est que iMarketing a montré que ça fonctionnait, ce système-là. Donc, moi, je ne désespère pas de voir d'autres modèles basés, d'autres business sur le même modèle que iMarketing, vu qu'iMarketing a montré son efficacité. Qu'en fait, ce serait bien parce que ce serait une sorte de prévention contre les mesures à caractère national, puisqu'ils auraient des nationalités différentes et ne seraient pas soumis aux mêmes États, aux mêmes contraintes, aux mêmes réglementations. Voilà. Qu'il y aurait moins de risques aussi avec les partenaires, parce que pareil, ce ne seraient pas les mêmes relations, et puis il y aurait une saine concurrence. Voilà. Enfin, bon, c'est toujours, ça ne réduirait pas, en tout cas, ça n'enlèverait pas, de mon point de vue, le risque des mesures globales réglementaires, parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, les États vont prendre des mesures générales, c'est-à-dire à un niveau continent, au-delà du nouveau pays, parce que si ça devient trop crédible, ce sera pas tenable. Pardon. Ce sera pas tenable. Et puis, la théorie du ruissellement, faire un peu ce que j'ai fait, c'est-à-dire trouver des nouvelles opportunités, et puis investir depuis iMarketing, pardon, comme je l'ai fait avec DJU. Parce que je vous rappelle qu'on peut investir directement, et on n'a pas besoin de passer par tout un tas d'intermédiaires, voilà. Et ça, c'est très très bien, quoi. Et in fine, si vous avez encore de l'argent, si ça redémarre, vous diversifiez sur d'autres business. Voilà un petit peu comment, si iMarketing redémarre, ce que j'espère d'une part voir et comment je m'active pour essayer de tirer le maximum de profit en m'exonérant de ce risque qui me semble inhérent à ce business-là, en tout cas un risque périodique. C'est-à-dire que pour miner la confiance et la crédibilité, il faudra bien qu'iMarketing ait des soucis. Voilà, et des soucis. Pas des soucis de nature de ceux qu'il a aujourd'hui. Et c'est de ça que je veux vous parler pour finir. En fait, ça fait déjà quelque temps là que je vois tout ça, comment ça évolue, ce que nous dit iMarketing, et puis tous les événements. Et moi, je suis pas loin de croire que, en fait, les problèmes qu'iMarketing rencontrait déjà avant le mois de juillet, je sais pas si vous vous souvenez, mais déjà bien avant le mois de juillet, iMarketing avait un tas de projets, avait une feuille de route. Et tout ça avait été remis en cause et on voyait qu'iMarketing avait développé d'autres applications, travaillé sur d'autres choses
pour être indépendants. Ils essayaient de développer leur propre système de paiement, ils parlaient de construire leur propre plateforme pour pouvoir d'intermédiaire, hein, de cashback. Et on voyait qu'ils bossaient sur des choses à partir desquelles ils voulaient être indépendants. Ils voulaient ne plus dépendre d'État. Ils ont migré leur serveur en Russie en Ukraine, parce que, en fait, j'ai l'impression que à sa création, iMarketing, son ADN était russe. Mais qu'au fil du temps, son épigénétique est devenue ukrainienne. Vous voyez, des gènes russes, mais une épigénétique, c'est-à-dire au fur et à mesure que les choses avançaient, devenue plutôt ukrainienne. Et ils nous l'ont dit petit à petit, puisque vous voyez qu'ils sont en Ukraine, qu'il y a des Ukrainiens, etc. Et moi, je pense que, souvenez-vous, hein, il y a déjà eu l'invasion de la Crimée il y a quelque temps, bien avant qu'iMarketing ait tous ces problèmes. Et moi, je suis persuadé qu'en fait, cette invasion d'Ukraine, ce désir qu'a la Russie de s'attaquer à l'Ukraine, il date pas d'aujourd'hui. Je pense que Poutine, il traîne, ça fait un moment qu'il mijote tout ça. Et je pense que iMarketing, de mon point de vue, et ils l'ont déjà dit aussi lors des dernières réunions, quand ils ont parlé des gens qu'ils ont voulu punir en disant qu'ils donnaient leur gain au ministère de l'armée ukrainienne. Et moi, je pense que les Russes, en fait, ont dû se rendre compte que iMarketing alimentait d'une certaine façon l'Ukraine. Il y a dû y avoir au niveau des renseignements des services secrets des soupçons que iMarketing, en fait, servait à alimenter quelque part, à renforcer l'Ukraine. Et comme ils avaient déjà en tête l'idée de s'attaquer à l'Ukraine, ils ont donc fait ce blocage avec le Roskomnadzor. Ensuite, ils ont fait du chantage et des menaces vis-à-vis de tous les prestataires en disant que s'ils travaillaient avec iMarketing, eh bien, ils pourraient plus travailler en Russie, etc. Donc, ils ont tout fait, en fait, pour empêcher iMarketing de fonctionner. Et ça, iMarketing, je pense, le savait depuis pas mal de temps, depuis le début de l'année. Et c'est pour ça qu'ils ont annoncé, de mon point de vue, une feuille de route, mais qu'ils ont fait le contraire de ce qu'ils ont annoncé. Et c'est aussi pour ça que, de mon point de vue, il y a autant de mystères autour d'iMarketing. On ne sait rien de qui est iMarketing. Moi, je pense que depuis pas mal de temps, il y a, alors, soit de manière volontaire ou involontaire, mais je pense qu'ils le savaient, plus ou moins. Et aujourd'hui encore, s'il y a tout ce mystère, si on ne sait pas qui ils sont, si on ne sait pas où ils sont, si on ne sait pas grand-chose. Leur façon de communiquer, de ne jamais donner des chances, etc. Tout ça, de mon point de vue, est voulu. Moi je pars toujours du principe que les gens sont intelligents et qu'ils font pas les choses contre eux-mêmes. Et même si on comprend pas ce qui se passe autour d'iMarketing dans leur façon de communiquer et d'être, je pense que ils sont censés, ils savent ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, si on savait la vérité, a du sens. Et eux, je pense que ça, ces soucis avec les Russes, ils le savaient depuis très longtemps. Et c'est d'ailleurs étonnant parce qu'on l'a vu, autant ils traînent sur beaucoup de choses, autant ils ont été hyper rapides à faire démarrer le système quand les Russes ont fait leur blocage et leur chantage vis-à-vis de tout le monde. Et aujourd'hui, ils sont plus embêtés avec les intermédiaires, avec les prestataires. Et puis, ils ont dû revoir tout leur logiciel parce qu'ils n'avaient pas prévu ça. Mais je pense que tout ça, pour moi, a à voir avec l'Ukraine. Il y a un lien direct avec l'Ukraine. Et que, depuis longtemps, et que soit à l'issue de la guerre, soit la guerre s'arrête, soit dès que iMarketing sera à l'abri avec ses serveurs, pourra travailler tranquillement et ne sera plus en risque vis-à-vis des Russes, iMarketing, de mon point de vue, devrait redémarrer. Et que la guerre qu'on connaît aujourd'hui est pour moi à l'origine de tous ces problèmes qu'on voit avec iMarketing depuis des mois et bien avant le mois de juillet. Voilà, c'est ma conviction, hein, c'est ma vision de la situation.
Et je pense que qu'e-marketing, ils sont pas loin de se mettre à l'abri, parce qu'on voit que les Russes, ils sont en train de la déroute qui s'annonce au niveau de l'Ukraine, puisque on voit que les soldats n'ont pas non plus le moral, désertent plus ou moins. Et je pense que très vite, on va avoir une stabilisation au niveau de l'Ukraine. Et c'est ce qui me fait penser. Et quand Eugène disait que la dernière fois, septembre c'est un peu loin, mais c'est un peu trop tôt, mais je pense que voilà, parce que je pense qu'ils sont en train de se stabiliser. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Alors j'en termine là sur cette série. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre e-marketing et à vous faire votre propre opinion. J'ai rien à gagner en faisant ça, je voulais juste vous informer, c'est tout, puisque je vous rappelle qu'il ne faut pas investir dans e-marketing. Hein. J'espère que cela vous a aidé, j'espère que vous comprenez mieux son fonctionnement et que vous investirez en connaissance de cause. Merci beaucoup de m'avoir écouté, bonne chance, bon temps libre et j'espère qu'on aura bientôt de bonnes nouvelles. Au revoir.